Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette grande tribune de la relance, deuxième épisode, en ce samedi ensoleillé, mais pas trop chaud. Nous avons le plaisir de recevoir Stéphane Richard, le président d'Orange. Bonjour. Bonjour Stéphane. Alors vous revenez de Barcelone et vous passez par Aix-en-Provence pour les rencontres économiques. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce que l'industrie du numérique et des télécoms s'est dit lors du grand forum qui s'est également déroulé, qui reprenait à Barcelone cette année? D'abord, ça a été, je pense, en soi, un événement positif de faire Barcelone, de tenir l'événement. Vous savez, cet événement à Barcelone, c'est le plus gros événement, tous secteurs confondus, du monde. Habituellement, il y a 150 000 personnes qui viennent physiquement. Là, on était plutôt 25-30 000. Il y avait des conditions sanitaires particulièrement strictes, mais le seul fait qu'on a réussi à organiser cet événement, je pense, est en soi un message positif, un message de confiance. Et ce qu'on a dit, c'est le monde post-Covid et le digital, quand même, ça va bien ensemble. Oui, bon, ce qui est clair, c'est que cette crise sanitaire a fait ressortir l'importance de nos métiers, l'importance de nos réseaux. Parce qu'on imagine ce qu'auraient été ces confinements successifs si on n'avait pas eu... On n'imagine pas le monde sans... S'il avait fallu fermer sans Internet, ça n'aurait pas été pareil. Le télétravail, l'éducation à la maison, même le maintien du lien entre les personnes, entre les familles, tout ça n'a été possible que grâce au réseau des opérateurs télécoms et grâce aux investissements considérables qu'ils ont faits. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'industrie des télécoms, au niveau mondial, dans les 10 dernières années, a investi 2700 milliards de dollars. 2700 milliards de dollars. Si je prends juste la France, le cas de la France, les opérateurs en France ont investi en 2019 en tout 10 milliards d'euros, c'est-à-dire pratiquement 8 fois plus que les autoroutes, 2 fois plus que l'électricité avec EDF par exemple, ou que le réseau ferré. Donc cette puissance d'investissement dans les infrastructures, c'est vraiment ce qui marque un peu ce secteur et du coup qui nous a permis de créer ces infrastructures, que ce soit la fibre, pour ce qui nous concerne nous, c'est le choix qu'on a fait, ou la 5G maintenant, qui sont absolument clés pour le monde d'aujourd'hui, pour avoir traversé cette crise sanitaire, mais aussi dans l'optique de la relance et de l'après-Covid. Parce que, et ça c'est l'autre point qui a émergé de ces discussions à Barcelone, c'est qu'aujourd'hui on voit bien qu'il n'y aura pas de relance sans ce digital. D'ailleurs, c'est une grosse part, vous le savez, des crédits qui sont prévus au niveau européen pour le plan de relance. Il y a Combien à peu près sur le... C'est 20% du total. 20% 150 milliards d'euros. Des 750. Oui, 150 milliards d'euros qui sont prévus pour aller dans le digital. C'est vaste le digital, hein. Il faut voir après ce que c'est. Il faut flécher. Il faut flécher, exactement. Mais l'autre chiffre que je trouve intéressant, c'est qu'il y a aujourd'hui 75% des entreprises, tous secteurs confondus, toutes tailles confondues, qui considèrent que la crise sanitaire va accélérer leur transformation digitale. On voit bien qu'on est là à un moment un peu crucial, où effectivement on va avoir une accélération de tendances qui étaient déjà à l'œuvre, mais et qui vont en gros vers ce qu'on appelle la digitalisation. Alors c'est quoi la digitalisation? Effectivement, c'est très vaste. Ça touche l'industrie, et ça c'est la production, le manufacturing comme on dit, l'industrie 4.0, et notamment l'arrivée de la 5G dans cet environnement industriel, qui est une révolution absolue. Plein d'exemples de cela, les ports, l'industrie minière, l'industrie de fabrication, l'automobile, toutes les grandes chaînes industrielles vont être complètement révolutionnées par l'arrivée de la 5G, dans les enceintes industrielles. Tout le monde de la logistique, la mobilité, tous ces secteurs vont avoir également de nouvelles perspectives grâce à la 5G. Il y a toute la migration vers le cloud, qui est un phénomène là aussi qui est antérieur à la crise mais qui va s'accélérer, et plein d'autres choses. Tout ceci, et ça a été aussi un des points importants de Barcelone, met en évidence deux grands sujets pour l'Europe, deux grandes préoccupations. La première, c'est la souveraineté, et c'est notamment nos capacités à garder le contrôle de nos données, et notamment des données des entreprises. Donc ça, c'est la question du cloud de confiance, c'est le sens du projet qu'on vient de lancer avec Capgemini, avec un partenariat avec Microsoft sur le cloud de confiance. Et l'autre grand sujet, c'est la cybersécurité. Donc il a été beaucoup question de cela aussi. Il y avait une tonalité finalement optimiste, mais assez grave quand même, parce qu'on voit bien que le monde va être plus digital, certes, mais il va aussi du coup
comporter un certain nombre de risques qui sont très importants et qu'il faut prendre au sérieux. Absolument. Alors pour revenir sur le cas d'Orange et de la relance dans les territoires et en France, un des sujets importants quand même, c'est l'accessibilité à Internet. Il y a encore des zones blanches, que ce soit sur la fibre, quel est le calendrier, que ce soit sur la couverture. Alors, on parle beaucoup de la 5G, mais certains aussi attendent ne serait-ce que la 4G. Est-ce que vous avez des éléments, des bonnes nouvelles à annoncer aux auditeurs sur Orange partout, le digital partout? Alors, il y a deux sujets. Il y a effectivement le très haut débit fixe et puis la couverture mobile. Sur le très haut débit fixe, d'abord rappelons que la France est le premier pays fibré d'Europe aujourd'hui. 25 millions de foyers raccordables à la fibre, dont 16 millions l'ont été grâce à Orange. On est de loin le pays qui est le plus avancé dans le domaine de l'arrivée du très haut débit via la fibre optique en Europe. C'est un chantier considérable. Nous-mêmes, Orange, on a investi près de 10 milliards d'euros dans les 10 dernières années dans la fibre en France. C'est le chantier du siècle, en fait. Hein. Et on est bien avancé. Je dirais que... Une date, allez. Alors, l'ensemble des villes denses et des zones moyennement denses, ça sera totalement fibré d'ici le milieu de l'année prochaine, 2022. On sera quasiment à 90% à la fin de l'année 2021. Et on sera... Bon, à quelques poches près, il y a toujours des problèmes de finalisation, mais en gros, ça sera fait. Parce que beaucoup de Français, dans cette crise, ont choisi soit la double résidence ou de partir carrément dans des zones rurales. Est-ce que ça change un peu votre plan d'investissement? Pas vraiment, parce qu'en fait, alors, la dernière partie qui est la plus compliquée, évidemment, c'est le dernier kilomètre. La partie rurale. La partie rurale, je rappelle qu'elle est traitée par des réseaux d'initiatives publiques. Donc avec les collectivités locales. Avec les collectivités. Nous-mêmes, Orange, on en fait 30% à peu près. 70% de ces réseaux locaux qui ne seront pas déployés par Orange, mais sur lesquels Orange va aller s'approvisionner. On va acheter des prises de fibre optique, nous, sur ces réseaux. Ça représente 14 millions de foyers en tout. Et là-dessus, on en est aujourd'hui à un peu moins de la moitié. Donc c'est la partie qui va être la plus longue, évidemment, parce que tout le monde comprend bien que ça prend plus de temps. Et d'ailleurs, c'est plus coûteux aussi d'aller raccorder des gens qui sont dans un habitat très rural, très isolé. C'est évidemment un chantier qui est plus compliqué. Donc ça va venir un petit Alors peu. pour compenser, est-ce que vous allez éventuellement aller plus vite sur la 5G et sur la couverture mobile, notamment dans ces zones? La couverture mobile. Là, ce qui a été la rupture, enfin le tournant plutôt, ça a été ce qu'on appelle le New Deal. C'est-à-dire cet accord qui est assez unique dans le monde d'ailleurs, dans lequel le gouvernement a dit aux opérateurs, je vous donne 10 ans d'utilisation gratuite des fréquences mobiles, qui sont un bien public, mais en échange de ça, vous me construisez 5000 antennes 4G que vous mutualisez dans les zones rurales. Simple. Et cette idée est formidable, elle fonctionne. On a un programme de déploiement de ces 5000 antennes. Chacun a son lot à faire. Et là, on a aussi un calendrier sur ces 10 ans, ça va aller plus vite que prévu. Actuellement, on en fait 500 à peu près par an. 500 par an. Vous savez, 500 par an, c'est gigantesque. Il faut comprendre ce que ça représente quand même en termes d'identification de sites, d'études, de permis, etc. De recours parfois. De recours très souvent. Donc c'est en route, c'est en cours. La couverture des zones rurales en France est en train de s'améliorer de façon rapide, perceptible par les gens. Et je dirais à la moitié du plan du New Deal, c'est-à-dire dans 2-3 ans, on aura eu quand même une amélioration très très substantielle de la couverture 4G. Après, il y a la 5G, effectivement. La 5G, elle répond d'abord à un problème capacitaire, un problème de surcharge des réseaux dans les zones urbaines. Donc, c'est assez logique qu'on commence quand même par les villes pour la 5G, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, nous comme les autres. À quelle date ma 5G à Paris va tomber en rade et il va me falloir la 5? La 5G. Vous avez une idée un peu du moment de bascule? La 5G, actuellement, couvre 80% de la ville de Paris. La 5G d'Orange. Ouais. Mais moi, je suis encore en 4G. À quel moment ma 4G ne marchera plus? Il faudra que je m'équipe en 4G. Plus je dirais le réseau de 5G va monter en charge. Monte en charge, trouve ses utilisateurs et prend le relais, et plus ça permettra de soulager aussi la 4G. Bien sûr. Évidemment ça l'idée. Mais je dirais qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est la 5G un jeu de vase est une comique, réalité dans les 30 plus grandes villes françaises, y compris celles gouvernées par des majorités écolos qui n'étaient pas très chaudes pour la 5G. Mais je pense que là, on a été aussi des responsables. On a joué la concertation, on n'a pas voulu passer en force, on a expliqué les choses. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a la 5G à Grenoble, on a la 5G à Bordeaux, chez Aipiol, on a la 5G à Nantes, on a la 5G à Lille, on a la 5G à Marseille, on a la 5G à Strasbourg, on a la 5G dans toutes ces villes.
Ça s'est bien passé. On a pris le temps qu'il fallait. On a pris des engagements, et je le comprends tout à fait. Mais l'important, c'est qu'on y soit. Donc la 5G, elle est là, elle monte en charge. On a un plan de déploiement pour cette année, pour l'année qui vient. Et elle va effectivement permettre d'assurer, pour le grand public, ce relais entre la 4G qui arrive un peu à saturation et la 5G. Dans les zones moins denses, dans les zones rurales, ça sera encore pour quelques années la 4G. Alors le président de la République, Emmanuel Macron, avait parlé des Amish, parlant des opposants à la 5G. Vous avez cité tout à l'heure le cas des nouveaux emplois que la 5G pourrait permettre, la productivité considérable que ça pourrait permettre dans les usines, dans les ports, dans tout ce qui est les métiers de la logistique. Qu'est-ce que Orange va faire dans ce domaine? Est-ce que c'est pour vous un énorme potentiel de développement? Oui, clairement, on a fait procéder à une enquête, une étude plutôt par un cabinet qui s'appelle Omdia, qui est un cabinet d'économistes tout à fait indépendant et réputé, qui a chiffré à 430 000 le nombre d'emplois qui seraient créés à travers la 5G dans les 10 prochaines années. 430 000, oui, c'est quand même loin d'être négligeable. Ça va toucher tous les domaines de l'activité économique, tous les domaines de l'industrie. Il y a un très bon exemple de ça qui sont les ports, effectivement. Et il y a quelques semaines, je suis allé allumer, comme on dit, la 5G au port du Havre, avec son maire. Et, chez Édouard Philippe. Chez Édouard Philippe, absolument. Et pour l'axe Seine, donc. Pour le début de l'axe Seine. Absolument. L'embouchure, plutôt. Et la 5G dans une grande enceinte portuaire comme le Havre, ça permet de faire des tas de choses qu'on ne peut pas faire avant. Je vais vous donner juste une illustration. Au Havre, vous avez un problème d'ensablement des chenaux d'accès au port. Qui fait qu'il y a une flotte de dragueuses, de bateaux, qui viennent effectivement recreuser le chenal d'accès de façon régulière. Mais ce n'est pas uniforme, donc il y a besoin de faire une sorte de cartographie pour savoir où le bateau doit aller pour faire ces opérations. Et avant l'arrivée de la 5G, tout ça a été séquencé, il y avait une cartographie qui était faite, le bateau partait le matin avec un programme et des zones où il fallait qu'il aille. Tout ce qu'il faisait était enregistré sur un disque, sur le bateau, puis ensuite il revenait au port, le disque était analysé la nuit, on voyait qu'il y avait certaines zones qui avaient été correctement traitées et d'autres pas, et le lendemain il repartait. Aujourd'hui, grâce à la 5G, tout se fait en temps réel. C'est-à-dire que tout ce que fait le bateau est instantanément reçu et traité à terre, dans les installations du port, et de ce fait, le bateau peut être réorienté vers telle ou telle zone instantanément, et donc on a gagné, là, enfin, d'après ce que disent aussi les opérateurs, on a gagné beaucoup d'efficacité, beaucoup de productivité, et au total, une opération comme celle-là, évidemment, gagne énormément à l'arrivée de la 5G. Alors Stéphane Richard, on arrive au terme un peu de cette interview, mais une dernière question sur un sujet qui, je crois, vous tient à cœur, et à tous les jeunes. La question de cette ultra-connectivité, ce basculement dans le monde digital, pose des problèmes d'empreinte écologique du digital. Les voyages qu'on ne fera plus, peut-être, ou moins, parce qu'on prendra moins l'avion, on les compense largement en utilisant, peut-être en surutilisant, certains disent en gaspillant la ressource numérique. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Est-ce qu'on peut espérer quels sont d'abord les vrais coûts que vous mesurez, vous, en termes de consommation CO2, et est-ce qu'on peut faire des économies, sauver la planète en limitant son streaming? D'abord, je vais vous donner je trouve un chiffre qui est assez parlant, qui permet de mesurer un peu ce dont on parle. L'utilisation d'un smartphone pendant un an, d'accord, ça émet 60 kg de CO2. 60 kg de CO2, d'accord. 60 kg de CO2, c'est ce que vous émettez en conduisant 300 km dans votre voiture. Donc un trajet de 300 km dans une voiture, moyenne, ça représente la même émission de CO2 qu'une année d'utilisation de smartphone. Donc, pourquoi je dis ça? Non pas pour dire qu'on n'a pas de problématique d'émission de CO2, bien sûr que oui, on en a eu. Mais sachons quand même la raison gardée. Sachons la relativité. Voilà, ceci étant dit, au fond, qu'est-ce que cette question pose comme grand problème pour nous? La première, c'est qu'on doit être exemplaire, nous, dans le domaine de l'empreinte environnementale et notamment de la décarbonation. C'est la raison pour laquelle, chez Orange, on s'est fixé un objectif d'être net zéro carbone, scope 3, pour ceux qui connaissent ces sujets-là, en 2040, avec 10 ans d'avance sur les accords de Paris, et que, croyez-moi, c'est une révolution à l'intérieur de l'entreprise. Parce que ça veut dire que toute l'économie des réseaux, toute la politique d'approvisionnement énergétique vers les énergies renouvelables, par exemple le solaire dans toute la zone Afrique-Moyen-Orient,
le recyclage. Tous ces thèmes-là vont être des priorités pour nous et vont réorienter aussi une grande partie de nos investissements. L'autre aspect des choses, c'est que... C'est le stockage aussi des données. Bien sûr, c'est peut-être ça qui coûte le plus cher. les data centers font partie... En termes d'empreinte environnementale, c'est les data centers. L'ensemble réseau, installation de réseau et data center, ça représente 80% des émissions des télécoms. Et ça progresse très vite, c'est exponentiel. Ça, alors... on crée des données... En fait, non, parce que, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que les technologies qu'on utilise aujourd'hui nous permettent d'absorber l'augmentation du trafic à émissions de CO2 stables. Nous, par exemple, chez Orange, on a diminué de 4% nos émissions de CO2 entre 2020 et 2019, bien qu'on ait absorbé des trafics de 50% supérieurs. Donc, si vous voulez, la 5G, effectivement, ça émet moins de CO2 à trafic égal que la 4G. 10 fois moins. La fibre optique, ça consomme 3 fois moins d'énergie que le cuivre. Donc, le renouvellement technologique permet d'absorber la digitalisation et l'explosion des trafics sans augmenter l'empreinte environnementale. Mais ce n'est pas suffisant. C'est la raison pour laquelle on a ces objectifs. La dernière chose que je dirais là-dessus, c'est qu'il faut bien comprendre que le numérique, ça émet, je l'ai dit, bien sûr, mais c'est surtout un ensemble de solutions qui permettent de moins émettre partout ailleurs. Et effectivement, une visioconférence, chacun peut le comprendre, ça émet moins de CO2 que de faire déplacer 20 personnes en avion ou même en train. Donc ça veut dire qu'on ne retrouvera jamais le tourisme d'affaires tel qu'on l'a connu? Je pense pas. Alors, il y a des débats sur le sujet. Bien évidemment, si vous adressez à une compagnie aérienne ou un groupe d'hôtellerie, il vous dira peut-être pas forcément la même chose. Moi, je pense que non. Oui. Je pense qu'il y aura du tourisme, des voyages d'affaires, pour faire dire ça. Il y aura des voyages d'affaires parce qu'il est important quand même aussi d'avoir des occasions de contact physique, d'échange physique avec ses équipes, avec ses parties prenantes à l'international. Diriger un groupe international, je prends le cas d'Orange, présent dans 80 pays, dont 60% du chiffre d'affaires est fait en dehors de France, à un moment où on ne peut pas se déplacer, et moi, c'est quand même pas simple. Pas simple. Mais vous y êtes arrivé quand même. Oui, on est arrivé parce qu'il a bien fallu, et puis parce que tout le monde a été confronté à cette situation pendant plus d'1 an. Mais c'est quand même pas simple, et donc moi je ne crois pas qu'on va supprimer ça, il ne faut surtout pas le faire. Par contre, je pense qu'il y en aura beaucoup moins, ça sera beaucoup plus sélectif. Il y a beaucoup de choses qu'on faisait avant en déplaçant des gens, qu'on ne fera plus comme ça, et qu'on fera sous la forme d'une vidéo. Donc typiquement, on voit bien que pour ce sujet-là, le numérique va permettre à tout le reste, je dirais, de l'économie d'émettre moins de carbone. Alors c'était l'avant-dernière question, j'en ai quand même une dernière, parce qu'on a toujours ce virus, on craint la 4e vague, oui. Déjà. Et il y a un autre virus, c'est le virus informatique, c'est la cybersécurité dont vous parlez beaucoup. Est-ce que quelles sont les principales craintes que vous avez ou que nous, grand public, on pourrait avoir? Est-ce qu'une grande panne de l'Internet est quelque chose possible? Il y a eu, on l'a vu chez Orange, une panne pour les services d'urgence, qui était liée à des problèmes de logiciels. Est-ce qu'on peut craindre, dans un monde qui a besoin aujourd'hui de plus en plus du digital, une panne, et comment s'en prévenir? Bon, la panne, malheureusement, le risque d'une panne existe toujours, qu'il soit un risque, je dirais, vraiment technique, hors piraterie ou cyberattaque. Malheureusement, on l'a vu dans notre cas sur ce qui s'est passé sur les services d'urgence, mais ça a touché pratiquement tous les opérateurs, en tout cas occidentaux, qui reportent ce type d'incident dans les 3 dernières années. Donc on n'est jamais à l'abri de ces incidents, on fait tout pour les éviter, on fait tout pour être aussi plus réactif. Et nous, on a des progrès à faire dans ce domaine, je l'ai dit, après la crise que nous avons traversée. La question de la cybersécurité est une question primordiale, qui était déjà importante, qui montait dans les préoccupations avant, mais qui devient absolument critique aujourd'hui, partout. D'ailleurs, il y a une enquête qui a été faite très intéressante pendant l'épidémie. On a demandé à des gens ce qu'ils considéraient comme, dans les entreprises, ce qu'ils considéraient comme le risque le plus important. Et en fait, ce n'est pas le risque sanitaire, c'est le risque cyber. C'est le risque cyber. Et ça peut se comprendre. Plus vous basculez de systèmes, d'applications, de services vers le digital, et évidemment, plus vous vous mettez à risque que... Plus le monde devient digital, plus on en dépend. Évidemment, plus on en dépend, plus c'est tautologique. Ça peut aussi provoquer ou exciter des opérations malveillantes ou une
forme de délinquance, évidemment, ça devient une cible absolument majeure. Il y a aussi des aspects qui touchent à la sécurité nationale. Imaginez qu'aujourd'hui, les sous-marins nucléaires fonctionnent complètement aussi sur des systèmes numériques. La dissuasion est numérique. Également une connectivité. Imaginez ce que serait une prise de contrôle pirate à distance d'un sous-marin. Donc investir dans la sécurité des réseaux, c'est une de vos responsabilités majeures. Pour moi, c'est majeur. Je dirais, ça prend le pas sur tout le reste. Ça prend le pas sur tout le reste. J'allais dire presque même sur la couverture. C'est-à-dire, évidemment, il faut qu'on fasse la couverture, on le fait, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on remonte, vous voyez, dans l'ordre de nos priorités, les questions de sécurité de nos réseaux, de lutte contre les cyberattaques, de niveau de protection, de cyberprotection, non seulement pour nous, pour nos installations qui sont critiques, mais pour celles de toutes les entreprises. Merci beaucoup en direct des rencontres d'Aix. Merci à Stéphane Richard. Merci à Boréal pour la production. Je salue mon camarade qui est en face et je rends l'antenne. Merci beaucoup. Merci.